Moyenne, bienvenue. Bonjour. Alors, bienvenue au premier webinaire organisé par le service e-Handwerk de la Chambre des métiers. Mon nom, c'est Jan Ellerts et je suis conseiller e-Handwerk chez la Chambre des métiers. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Marie-Rebecca Ruivio de Téméraire Marketing. Bonjour. En tant qu'intervenante principale de notre webinaire aujourd'hui, elle expliquera, entre autres, pourquoi une forte présence en ligne est devenue indispensable et donnera des conseils pour une meilleure visibilité en ligne. Notre service de la Chambre des métiers repose sur trois piliers. Une fois, on a le conseil et l'aide sur place. On a deuxièmement les ateliers qu'on organise ici à la Chambre des métiers. Et on fait la rédaction de beaucoup d'articles, d'informations et brochures qui peuvent être trouvés sur notre site cdm.lu e-Handwerk. Puis, le conseil et l'aide sur place, c'est quoi exactement? C'est très facile. Si vous avez des questions et vous avez besoin d'aide dans la digitalisation, nous pouvons vous rendre visite dans votre entreprise. On va faire une analyse de votre situation et on ramène beaucoup de brochures et d'informations et surtout sur les aides financières disponibles qui peuvent être demandées si vous avez un projet dans la digitalisation. Ça dure combien de temps? C'est juste 1 heure et il n'y a pas de frais. Deuxièmement, les ateliers et les conférences. On a déjà rédigé un plan pour l'année prochaine. Donc, on va commencer l'année avec un workshop dédié au secteur, spécifiquement dédié au secteur de la mode, santé, hygiène. En février, on présentera la nouvelle plateforme letshop.lu pour ceux qui veulent vendre leurs produits sur Internet. En mars, on explique un peu comment on peut utiliser Google en tant qu'entreprise. Et quatrièmement, c'est le storytelling. Donc, juste avant de commencer, vous avez sur votre côté droite une petite box où vous pouvez aussi poser des questions et on essaiera d'y répondre. on y répondra, je pense à la fin, ce sera plus simple. Exactement. Ok, je prends le relais, tu me passes la main. Alors, allons-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis permise de vous mettre une citation qui reprend un peu l'ensemble de ce qu'on va dire par la suite. C'est en gros, avec Internet, tout le monde peut faire du marketing, mais en revanche, tout le monde ne le fait pas forcément bien, parce que pour bien le faire, il faut 2 ingrédients indispensables, les bonnes pratiques d'un côté et les bonnes idées de l'autre. Et c'est ce qu'on va voir pendant ces 30 bonnes minutes. Alors, au menu, la première partie, c'est vraiment, on va axer sur justement ces bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on communique? C'est quoi le storytelling? Comment on peut utiliser les témoignages clients? Comment on va mettre en avant le côté humain, les gens qui sont dans votre entreprise, vous? Comment on va aussi parler de la vie de l'entreprise, pas forcément ses produits, mais la vie. Et enfin, last but not least, la partie produits et services. Et la deuxième partie, ce sera vraiment les outils. Donc, première partie, on parle vraiment des bonnes pratiques. Et en un deuxième temps, on reviendra sur les indispensables. Alors, c'est quelques outils digitaux, le site, les réseaux sociaux, l'emailing et la newsletter. Les événements ne sont pas toujours que digitaux, mais c'est pour vous montrer aussi l'importance de faire du lien entre le digital et le réel. Volontairement, vu que c'est un atelier digital, on ne parlera pas des outils papier. Pour autant, ils sont importants, mais on va faire un focus sur ces principaux-là tout au moins. Et la dernière partie, comme disait Yann à l'instant, on va répondre à toutes vos questions. Donc, posez-les. Vous avez la petite box en bas à droite qui s'appelle « Questions ». Entrez vos questions, nous, on les reçoit et j'y répondrai à la fin quand on aura terminé. Alors, sur cette première partie de quoi communiquer, alors, c'est un premier point qui paraît très bidon quand je vais vous dire communiquer ce qui intéresse vos clients, mais pourtant, on n'y prête pas forcément attention. On a tendance à être un peu égocentrique et à communiquer les choses que nous, on a envie de communiquer, des produits qu'on aurait besoin de déstocker, des événements qui vont arriver dans l'entreprise, mais on oublie que notre premier point d'attention, ce doit être en fait le client. Donc, communiquer ce qui intéresse vos clients, c'est vraiment le B à bas.
Et concrètement, pourquoi? Parce que tout le monde est sur Internet, que ce soit des clients qui sont déjà clients chez vous ou des prospects, ils vont tous chercher des informations sur Internet et vous avez énormément de vos concurrents qui sont tous aussi sur Internet. Pour autant, il n'y en a pas beaucoup, et ça c'est la bonne nouvelle quelque part, il n'y en a pas beaucoup qui prennent la parole de la bonne manière sur Internet. Et pour autant, vous avez besoin de le faire parce que vous avez des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui vont faire de plus en plus de recherches au préalable, donc qui sont de plus en plus connectés, que ce soit sur des smartphones, sur des PC, au bureau, à la maison, sur les téléconnectés, sur les tablettes. Bref, ils ont tous les moyens possibles et inimaginables pour aller chercher des informations. Et donc, ils se renseignent de plus en plus en amont de leur achat. Si moi, demain, j'ai besoin de refaire ma salle de bain, je ne vais pas juste appeler quelqu'un et lui dire « venez me faire ma salle de bain ». Je vais comparer, je vais regarder ce qui se fait sur Internet, je vais chercher à voir quelles sont les étapes, quels sont les ordres de grandeur au niveau des tarifs, etc. etc. Ce qui veut dire que ces informations-là, vous devez, vous, les mettre à disposition sur vos supports, votre site, vos réseaux sociaux. Et ne pas être juste dans une optique de catalogue produit et c'est tout. On va y revenir. Et justement, pour ne pas être dans cette optique catalogue produit, ça veut dire que vous devez vous placer dans une logique de contenu, donc mettre à disposition de l'information, du conseil, des histoires, du contenu. Et c'est ce qu'on appelle en marketing le storytelling. Alors en marketing, il y a beaucoup de mots anglais qui des fois sont un petit peu chiants, mais celui-ci, il est assez simple, ça veut vraiment dire raconter des histoires. Alors pas raconter des histoires dans le sens raconter des mensonges, hein, raconter des choses intéressantes. Donc, diffuser de l'information et pas forcément de la promotion. C'est ce que je vous disais juste avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez parler de bénéfices clients. Donc, qu'est-ce qu'ils vont retirer de l'utilisation de vos services ou quels vont être les avantages liés à certains produits que vous vendez, plutôt que de parler des descriptifs techniques. De savoir la composition exacte, je ne sais pas moi, d'un produit, d'un ciment, d'un béton, moi, perso, en tant qu'utilisateur, ça m'est égal. Par contre, de savoir que le carrelage il est antidérapant et qu'il se prête bien à un extérieur, là, ça m'intéresse. Donc, c'est vraiment dans l'optique client. Du coup, vous allez devoir un petit peu vulgariser des fois des éléments techniques. Ça fait partie du jeu. Et le jeu, c'est aussi de parler de leurs problématiques et pas des vôtres. Donc, c'est pas vous qui avez besoin de déstocker un certain type de carrelage, c'est on est dans la saisonnalité de l'été, dans quelques mois, il faut penser à faire votre terrasse. Donc, vous vous mettez dans l'autre sens, à la place du client. Et du coup, cette stratégie de contenu, vous le voyez sur la petite image sur la droite, en fait, c'est la différence avec un marketing traditionnel et un marketing maintenant moderne. Le marketing traditionnel, c'est celui que vous avez sur la gauche, avec le monsieur qui tient le mégaphone. Ça veut dire que vous criez et vous lancez une promotion à qui veut bien vous entendre et éventuellement, dans les gens qui vous entendent, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être intéressés. Alors que le marketing plus moderne, l'inbound marketing, là, c'est plutôt l'image de l'aimant. Vous allez lancer des informations et un peu comme à la pêche, les poissons qui auront faim, ils vont venir mordre à l'hameçon et du coup, ils auront à un moment donné recours à vos services. Donc, c'est vraiment cette logique de mettre à disposition de l'information, d'où ce côté marketing de la permission, plutôt que d'aller imposer des choses à des gens qui ne sont pas forcément intéressés. Donc, vous allez clairement opposer des communications de type mass média, de la télé, de la presse, des choses comme ça, à des publications plus spécifiques sur les réseaux sociaux avec des ciblages bien particuliers. Vous allez pouvoir utiliser des articles de blog, des newsletters, etc. On va y revenir juste après. Et concrètement, en termes de contenu, c'est quoi un contenu? Ça va être un conseil, donc ça peut être un article de blog, donc vraiment rédigé, ça peut être un tuto, ça peut être une info pratique, une comparaison entre deux produits par exemple, ça peut être une vidéo explicative, ça peut être des témoignages, ça peut être pas mal de choses. Et justement, on avait un exemple à vous montrer, alors là c'est la société Innova qui sur son site a bien intégré une partie blog que vous voyez ici sur la gauche. Et dans cette partie blog, là, l'exemple d'un article, c'est combien coûte une rénovation de salle de bain au Luxembourg. Et ça, d'un point de vue intérêt de contenu pour les clients, c'est juste parfait. Parce qu'on nous donne toutes les étapes, qu'est-ce qui va se passer en gros dans ma salle de bain, et à quel prix je vais pouvoir refaire faire ma salle de bain et à quoi je dois m'attendre. Et ça, c'est parfait. En termes de contenu, c'est l'idéal. Ce qu'il faut après, c'est que vous ayez, comme sur la droite, des petits, ce qui s'appelle des boutons call to action. Donc, call to action, ça veut dire incitation à l'action.
pour capturer les adresses mail. Là, en l'occurrence, vous allez donner votre adresse mail pour recevoir la prochaine newsletter. Alors là, c'était LC Academy, mais ça peut être de n'importe quelle autre société. Et du coup, tous les mois, vous recevrez le nouveau conseil. Quand vous demandez l'accord de vos internautes pour leur envoyer des informations, ne mentez pas sur la marchandise. Si vous leur promettez une newsletter, donc quelque chose d'informatif, n'allez pas les spammer avec des promotions. La personne a donné son accord pour de l'information, pas pour de la promo. Donc faites juste bien attention à ça. Alors, un autre exemple de contenu, donc autre qu'un article de blog, ça va être les fameux témoignages clients. Et là, on a Hyman qui l'a bien compris, parce que sur son site, vous voyez sur la droite, il a mis un petit principe avec des étoiles, un petit peu comme les ratings sur Facebook, et il y a le petit commentaire qui va bien du client. Et ce qui est bien dans les témoignages clients, en fait, c'est que c'est pas une pub. Et en général, la pub qui n'est pas une pub, c'est la meilleure des pubs. Donc, c'est quelqu'un qui parle de vous en bien et qui dit comme quoi ça l'a enchanté et que ça s'est bien passé. Ça, c'est la meilleure des publicités. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous allez avoir beaucoup de bouche à oreille. Et on peut vous dire tout ce qu'on veut en termes de communication ou de marketing. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on s'est rencontrés. Le but de tout marketing, c'est de créer du bouche à oreille. Après que les gens ils vous contactent sur Facebook, par mail, par texto, dans la rue, peu importe, du moment que vous avez des contacts qui sont venus parce qu'ils ont vu un témoignage, parce qu'ils ont vu une vidéo, parce qu'ils ont vu un post Facebook un peu sympa, parce qu'ils ont vu quelque chose, parce qu'ils s'en souviennent. Et les témoignages, pour revenir sur les témoignages, vous pouvez les utiliser sous différentes formes. Là, Ryan l'a mis sur son site, mais il pourrait très bien l'intégrer aussi sur un article de blog, mettre une petite citation avec une photo du chantier sur sa page Facebook, voire même faire une interview vidéo du client. Vous pouvez aller assez loin. Et du coup, ça vous fait à chaque fois plein de petites citations que vous pouvez utiliser et ça peut vous faire plusieurs contenus. Donc ça, c'est de l'information utile et témoignage. Alors, un autre type de contenu qui est important et qui est assez rare, malheureusement, c'est la page Qui sommes-nous ? Vous avez très peu de pages Qui sommes-nous sur les sites au Luxembourg, et même s'il y a des agences, je pense qu'elles peuvent confirmer. Et quand bien même il y a des pages Qui sommes-nous, elles ne sont pas forcément renseignées comme un Qui sommes-nous. C'est-à-dire qu'on voit un descriptif technique avec du texte qui nous dit voilà, nous sommes institut de beauté, machin, on fait épilation, truc. Ouais, mais une page Qui sommes-nous, on doit vous voir vous. Donc on doit avoir des photos, on doit avoir des noms, on doit avoir Michel qui a repris la société depuis 15 ans, qui était avant à son père et à son grand-père, peu importe, mais on doit avoir l'histoire de l'entreprise. Le but, c'est qu'on arrive à voir qui se cache derrière le site internet, parce que quasiment toutes les entreprises ont un site internet. Alors, il y en a des jolis, il y en a des moins jolis, peu importe, mais on a tous plus ou moins la même chose dessus. Et pourtant, on ne sait pas qui est derrière, qui se cache derrière le site, qui se cache derrière l'entreprise. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est ce qui va déjà faire un premier pas vers rassurer le client. Ça va le mettre en confiance parce qu'il va avoir un visage. Là, je vais voir que la petite dame, elle a un chien. Je vais me dire, c'est sympathique parce que moi aussi, j'ai un chien. Alors, je ne me le dis pas comme ça dans ma tête, mais indirectement, ça crée des premiers liens avec des gens qui ne sont même pas encore vos clients. Donc, aussi anecdotique que ça puisse paraître, la page Qui sommes-nous avec des photos des vrais gens qui sont dans l'entreprise, c'est important. D'autant plus que dans quasiment tous vos métiers, vous avez un contact avec le client qui se fait au quotidien. Donc, c'est important que vous y soyez. L'autre point, ça va être la vie de votre entreprise. Alors, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas être égocentrique. Alors, oui. Pour autant, si vous prenez l'exemple de Alain Couton, là, il a mis en avant en fait une formation que 2 ou je ne sais plus combien de ses salariés ont fait, ils ont donné. Et c'est super bien pensé parce que ça met indirectement en avant son expertise. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de dire « je suis meilleur en… je ne sais pas ce qu'ils font, si c'est du plaquage ou de l'isolation, peu importe ». Il n'a pas besoin de dire ça parce qu'il montre et dit « voilà, nous étions à tel truc, on a fait une formation, blablabla ». Et c'est parfait parce que les gens, ça va les rassurer. Et puis, vous avez encore une fois cette notion de proximité qui commence à s'installer parce qu'on on voit qui sont les personnes, on voit qu'ils étaient avec des jeunes, qui leur ont montré et vous partagez votre quotidien. Donc, vous ne mettez pas juste des produits, vous ne mettez pas juste des promotions, vous partagez votre quotidien, qu'est-ce que vous faites au quotidien. Ça permet encore une fois de créer du lien. Et le dernier morceau, alors il ne faut quand même pas le négliger, c'est vos produits et services. Bien sûr qu'il faut en parler, mais il faut en parler de la bonne manière. La bonne manière, c'est de montrer votre expertise en étant concret, mais sans pour autant complexe dans les descriptifs techniques, comme on disait tout à l'heure. Donc, il faut quand même prendre le temps de vulgariser, de simplifier
et de faire des choses qui soient digestes pour vos clients. Vos clients n'ont évidemment pas le même niveau de maîtrise que vous, donc ils ne parlent pas forcément le même langage, mais je pense que vous vous en rendez compte au quotidien. Et du coup, c'est vraiment cette approche du marketing de conseil qu'on disait au début, de parler des bénéfices clients, des avantages. Et ce qui est sympa dans cet esprit-là, c'est les avant-après, comme vous avez sur la droite. Alors, ils sont assez courants dans le bâtiment ou dans l'esthétique, quand on fait des poses, des extensions de cils, ce genre de choses. Et c'est ça qui est bien, parce que sinon, si on n'a pas ce genre de publication, les gens voient en général la photo sur la droite, alors qui est super jolie et qui peut être sortie de n'importe quel catalogue. Sauf que moi, quand je cherche un professionnel pour refaire ma salle de bain, j'ai l'image de gauche en face de moi au quotidien. Donc, de mettre les deux côte à côte, ça vous permet déjà de projeter le client et de rendre les choses un petit peu plus concrètes. Alors, dans cet esprit-là, vous en doutez, hein, les photos ont un impact plus que du simple texte. Les vidéos, encore plus. Si tant est qu'elles soient bien faites, les vidéos, il faut faire attention sur les durées des vidéos. Les gens sont de plus en plus connectés, donc ils sont de moins en moins attentifs, malheureusement, et du coup, le temps de réceptivité qu'ils ont sur une vidéo est très limité. Donc, une vidéo, c'est grand maximum 1 minute. Et encore, ça dépend de ce que vous présentez. Mais ça, on va y revenir sur les formats les plus impactants quand on va parler des réseaux sociaux, et notamment de Facebook. Donc là, on va passer aux outils. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'était vraiment les pratiques, les bonnes méthodologies. Là, on va faire un petit focus sur les outils. Tu voulais mettre un questionnaire peut-être, non? On va vous poser des questions, parce qu'on aime bien poser des questions. Voilà. Ouais, voilà. Je vous laisse le temps d'y répondre un petit peu. Et puis après, je vais enchaîner. Alors, soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de bouche à oreille. Site internet en 2e position, à égalité avec les réseaux sociaux. Ah, imprimé publicitaire en pris le relais. C'est la course, c'est génial. Ouais. Bon, ça se tient. On a le bouche à oreille en premier, après site internet, réseaux sociaux et les imprimés publicitaires, c'est un peu à égalité. Ouais, ok. Tu peux fermer. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait, hein. Le but de tout marketing, c'est faire du bouche à oreille. C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. Pas mal. Ok. Bon, bah justement, on va parler d'un de ces outils-là. Le site internet. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes assez nombreux à avoir des sites internet. Donc ça, c'est plutôt positif. La moins bonne, en revanche, enfin, disons l'axe d'amélioration, c'est que bien souvent, c'est une simple vitrine. Donc c'est quelque chose de figé. C'est comme si c'était une brochure que vous avez imprimée une fois et que tous les ans, vous donnez la même, alors qu'il y a quand même des choses qui changent dans votre entreprise, dans vos produits, dans vos packaging, dans la façon dont vous faites les choses. Et le but du site, le premier point, c'est ce que vous avez sur le schéma dans le petit cadre orange, c'est d'avoir un bon référencement. C'est-à-dire que votre site, plus il contient des informations et plus il est mis à jour régulièrement, plus Google, qui va envoyer régulièrement des robots sur les sites, va se dire « Ah, tiens, ici, il se passe souvent des choses, donc je vais venir plus souvent et je vais voir qu'il y a des informations pertinentes. » Donc, vous allez remonter dans la liste de résultats Google, vous allez être de plus en plus haut. Donc, ça nécessite, ça prend du temps, mais ça nécessite de produire des contenus. Mais c'est ces contenus-là qui vont attirer un certain nombre de visiteurs, des gens qui ne vous connaissez pas forcément, qui vont juste taper « rénovation salle de bain Luxembourg » et qui, paf, vont tomber sur l'article d'Innova qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, et qui, de cette manière-là, vont apprendre à vous connaître grâce à une expertise, grâce à ces conseils, ces informations, et pas une approche publicitaire qu'ils envoient tous les jours et qu'ils en ont marre. Donc, cette approche un peu différente vous permettra déjà de gagner des points. Et du coup, en informant régulièrement, vous attirez et vous allez convaincre grâce à votre expertise. Et au-delà de ça, votre site internet, idéalement, ça devrait être votre meilleur commercial. Dans le sens où, sur votre site, vous allez pouvoir capter les points d'intérêt des internautes. Grâce à quoi? Grâce à ce qui s'appelle des call to action. Encore un mot anglais un peu chiant. Les call to action, c'est des incitations à l'action. Donc, ça va être un bouton « Demander un devis », un formulaire pour demander à être rappelé, une inscription à une newsletter ou un formulaire à remplir pour recevoir un catalogue ou des échantillons. Ça, vous pouvez savoir qui sont les gens, parce que vous allez récupérer une adresse mail, un prénom, une localité, etc. Et 2, vous allez pouvoir qualifier.
La personne qui est en train de demander un devis, elle est plus chaude, marketing en parlant, donc plus prête à passer commande que celle qui veut juste s'inscrire à la newsletter. Et vous, ça vous permet un petit peu de qualifier votre audience. Je ne sais plus si j'avais un autre point là-dessus. Ah oui. Un autre focus sur le site, c'est en fait ce que vous avez sur la partie droite du schéma, le bleu un peu gris sur la droite. L'avantage d'un site internet, c'est qu'il n'est pas fait que pour les gens qui vous connaissent, ou les gens qui ont entendu parler de vous, ou qui vont taper peinture Bettembourg. Ça va être aussi pour tous les gens qui ne vous connaissent pas du tout. Grâce à quoi? Grâce à des publicités. Donc vous allez avoir de la publicité sur Google, c'est assez connu, les Google AdWords, ça s'appelle le SEA aussi, il y a différentes terminologies. Où là, c'est un système d'enchères. Vous allez choisir des mots-clés, vous allez payer des mots-clés sur lesquels vous allez être référencé, vous allez arriver tout en haut de Google. Un peu le même principe sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi, où là, vous allez avoir des ciblages un petit peu différents. Ça ne va pas être sur des mots-clés, mais ça va être en fonction de certaines caractéristiques des utilisateurs. Sur Facebook, vous allez pouvoir cibler par âge, par sexe, par localité, par centre d'intérêt, etc., etc. L'avantage des publicités, c'est que ça vous permet d'avoir des visiteurs qui ne vous connaissaient pas auparavant. Pour autant, il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est pas faire que de la pub qui va vous attirer des nouveaux clients. Parce qu'à un moment donné, d'être toujours en tête de liste sur Google, les gens vont se dire, dis donc, il y a vraiment besoin de clients celui-ci. Ou alors, ils vont se dire, les pubs, moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère voir ceux qui remontent sans faire de pub. Donc, il faut un petit peu ménager et tester différentes choses. Deuxième outil, et pas des moindres, les réseaux sociaux. Alors, avant de faire un focus sur quelques réseaux principaux, je voulais revoir avec vous les choses pour lesquelles les réseaux sont faits et les choses pour lesquelles ils ne sont pas faits. Alors, ça paraît un peu bidon, mais des fois, un petit rappel, c'est toujours utile. Pour développer votre notoriété, c'est OK. Pour augmenter le capital sympathie, parler de l'humain, etc., qu'on a dit tout à l'heure, pas de problème. Pour échanger aussi, créer une proximité, évidemment. Petit point d'attention, si vous mettez un bouton Messenger sur votre page Facebook et que vous mettez 4 jours à répondre, ça ne marche pas. Autant ne pas le mettre, parce que ça vous fait des mauvais points tout de suite. Donc faites attention aussi à cette notion de réactivité. On a fait le test en interne. Voilà. Des autres points, alors bien sûr, pour lesquels les réseaux sont faits, augmenter la connaissance de vos cibles, de vos clients. Oui, parce que par exemple, sur Facebook, vous êtes capable de voir sur les profils où habitent les gens. S'ils sont mariés, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des femmes. Vous allez voir les pages qu'ils ont likées. Donc, ça vous donne un certain nombre d'informations pour vous affiner vos ciblages et votre connaissance client. Vous allez pouvoir très clairement recruter de nouveaux clients, donc des prospects. Vous allez pouvoir aussi faire de la fidélisation, alors sur des fans et ou des clients, parce que les fans ne sont pas forcément des clients, les clients ne sont pas forcément fans, vous connaissez un petit peu le jeu. Et puis, vous allez avoir tout un tas d'informations pour faire évoluer peut-être vos packaging ou répondre à une offre saisonnière que vous ne faisiez pas avant et vous êtes rendu compte que les gens étaient demandeurs dans les commentaires ou dans les avis qu'ils ont laissés. Vous allez pouvoir faire évoluer aussi vos prestations. Et le dernier point, logiquement, c'est mettre à disposition vos informations, que ce soit sur des produits ou autres. Alors, en revanche, ce pourquoi ils ne sont pas faits, se contenter de faire comme ses concurrents. Si c'est une page Facebook pour faire un post tous les trimestres, parce qu'on a vu que le concurrent il faisait un post tous les trimestres, vous oubliez direct. Perdez pas votre temps, faites autre chose. En revanche, si c'est pour bien le faire avec les bonnes pratiques dont on a parlé tout à l'heure, là oui, là c'est pertinent. Et un réseau social, quel qu'il soit, ne doit pas être juste un canal de diffusion supplémentaire. C'est pas un truc où vous allez faire copier-coller de votre brochure et vous allez recoller sur votre site et vous allez recoller sur votre blog et sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Il faut que vous ayez un message adapté sur chaque réseau social parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont dessus. L'exemple classique, c'est sur LinkedIn, vous allez avoir des professionnels. Sur Facebook, ça va plutôt être des particuliers. Donc la façon de vous adresser à eux va être différente. Et le message sur LinkedIn, vous allez mettre, je ne sais pas, de la rénovation de bureau, alors que sur Facebook, vous allez mettre de la rénovation de salle à manger. Ça va être un petit peu différent. L'avant-dernier point pour lequel les réseaux ne sont pas faits, c'est juste pour faire du buzz. Alors le buzz, c'est cool, ça fait beaucoup de likes, mais les likes, ce n'est pas des clients. Donc vous pouvez le faire une fois de temps en temps pour vous amuser, mais ne faites pas toute une stratégie là-dessus, parce que ça n'aura pas forcément un impact en termes de chiffre d'affaires. Et le dernier point, bien sûr, avoir des fans, juste pour avoir des fans, alors qu'ils soient 1000, 10 000, 100 000, ou même acheter des fans, ça n'a pas d'intérêt. Il vous faut une audience qualifiée. Vaut mieux avoir, et c'est ce que je disais à une de mes clientes encore il n'y a pas très longtemps, qui est photographe, vaut mieux avoir peu de fans sur Facebook, mais des fans qui sont engagés, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager, que d'en avoir beaucoup qui dorment et qui font rien. C'est
C'est l'histoire de la qualité de vos fans. Alors, petit focus maintenant sur les réseaux principaux. Donc, j'ai volontairement... Tu voulais peut-être poser une question avant qu'on attaque. C'est le moment de lancer une question. Je te vois comme ça. C'est le moment de lancer une question. Alors, vous devinez laquelle? Elle est facile, cette question. Voilà, on est parti. Quel réseau social vous utilisez le plus souvent? Alors, pour votre entreprise, hein, pas vous perso, hein, pour la boîte. Ouais, grand gagnant Facebook, là, voilà, pas surprenant. Ah, LinkedIn est pas mal. LinkedIn est pas mal. Pinterest quand même. Oh, il y a 3% pour Pinterest, j'avais pas vu. Ouais, petit Pinterest timide, ouais. Mon Snapchat, c'est un peu plus délicat. Ouais, donc Facebook, LinkedIn. LinkedIn est avant Instagram, tu vois, je suis surprise. Après, ça dépend de vos secteurs d'activité. S'il y a beaucoup de bâtiments, il y a peut-être aussi une partie pro, donc j'imagine que ça joue. On va vous afficher les résultats, si ça veut bien. Ouais. Vous voyez, Facebook en premier, LinkedIn, Insta. Bon, c'est plus ou moins représentatif de ce qu'il y a au Luxembourg, hein, on va le voir, hein, mais ouais, c'est la tendance. C'est la tendance. Snapchat, grand oublié des entreprises, pour l'instant. Ouais, alors justement, sur ces trois réseaux principaux-là dont vous faites partie, Facebook, Insta, LinkedIn, j'ai mis ceci. J'ai volontairement pas mis Twitter, pas mis Pinterest. Alors, Twitter parce que si vous étiez un public, je sais pas moi, de journalistes ou qui travaillaient dans les relations publiques ou dans tout ce qui est fintech, finance, oui, j'aurais pu parler de Twitter, mais là, c'est pas là où sont vos clients, en tout cas pas les principaux, donc je l'ai volontairement mis de côté. Je pense qu'avec les trois réseaux qui sont là, si vous exploitez déjà bien ceux-là, vous allez être déjà pas mal occupé, donc c'est déjà un bon départ. Pinterest peut être intéressant pour des sources d'inspiration visuelles. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un dans le bâtiment et on disait il y a des clients qui arrivent, qui sortent une photo de Pinterest et qui disent je veux ça. Donc faites-moi cette salle de bain, faites-moi cette déco, je veux ça. Donc oui, Pinterest peut être une source d'infos au même titre qu'Instagram, justement, on va y revenir. Ah pardon, je n'ai pas cliqué où il fallait. Alors le premier point d'attention sur les réseaux sociaux, c'est celui que vous aimez pas trop en général, mais qu'il faut quand même entendre. L'idéal, c'est d'avoir un calendrier de publication. Alors, calendrier de publication, il faut simplifier les choses, hein. Vous mettez ça sur une feuille ou sur un fichier Excel, vous mettez les numéros de semaine, éventuellement les mois, les jours, ce que vous voulez, et vous mettez des petites croix quand vous devez publier un truc. Par exemple, vous vous dites, je vais essayer de publier une fois tous les 15 jours sur Facebook, hop, vous mettez une petite croix et vous mettez en face ce que vous devez publier pour pouvoir peut-être le préparer à l'avance s'il y a besoin de rédiger un article ou autre. Donc, le calendrier de publication, c'est important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une récurrence. C'est comme l'agenda de vos enfants quand ils vont à l'école. Alors, des fois, il y a des trucs qu'ils ne vont pas noter et qu'ils vont se souvenir, mais s'ils notent pas, en général, il y a quand même une chance sur deux que ce soit oublié. Donc, le calendrier de publication, c'est la ligne rouge. Vous pouvez vous en écarter de temps en temps parce que c'est pas le journal télé à 20h. Si vous n'êtes pas là à 20h01, les gens ne vont pas vous en vouloir. Mais ça vous permet d'avoir une guideline. Donc, c'est important d'avoir cette récurrence. Et l'autre point, et alors là, j'insiste, je fais un gros focus là-dessus, ce qui est important, c'est d'être sur les réseaux sociaux où sont vos clients. C'est pas les réseaux que vous aimez à titre perso, ça on s'en fout, hein. C'est ceux de vos clients. Si vous n'aimez pas Facebook et que vous êtes que sur Instagram, mais que vos clients sont sur Facebook, il faut que vous soyez sur Facebook. Et inversement, peu importe le réseau social. Donc être là où vos clients sont. Si vous êtes sur du particulier, vous avez de fortes chances qu'ils soient sur Facebook et Instagram. Mais si vous me dites, moi je me suis mis comme objectif d'avoir 60% de clientèle professionnelle et que vous me dites, oh LinkedIn, j'aime pas, si, vous devez y être. Je suis désolée, mais vous devez. Donc voilà, je simplifie un peu, mais c'est la logique. Alors, focus réseau par réseau. Sur Facebook, là, c'est juste quelques ordres de grandeur. C'est des chiffres qui sont issus de la dernière étude TNS. Je crois que c'était il y a 2 années quand même déjà. Mais bon, plus ou moins, ça vous donne des ordres de grandeur. On a plus ou moins 400 000 utilisateurs au Luxembourg. Et sur l'âge, en fait, le profil d'utilisateur, c'est assez large. Ça va de 25 à 55, voire plus. Mais on le verra tout à l'heure. Il y a, on va dire, la principale catégorie, c'est plus à partir de 35 ans. C'est les plus actifs, en tout cas. Même si les plus jeunes ils sont moins actifs. Les avantages de Facebook, c'est que c'est vraiment un réseau social qui va vous permettre d'avoir beaucoup de données, d'avoir beaucoup de feedback, parce que vous allez avoir des commentaires, parce que vous allez avoir des reviews, parce que les gens vont vous envoyer des messages. Donc tout ça, c'est des informations utiles et des commentaires que vous pouvez utiliser pour vous améliorer.
L'autre point important, c'est que vous avez des possibilités de ciblage et des fonctionnalités en termes de publicité et de prise de contact qui sont assez intéressantes. Sur le ciblage, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous allez pouvoir afficher une publicité en fonction d'un âge, de 5 km autour de votre boutique, de plein d'autres critères un peu sociodémographiques, mais vous allez aussi pouvoir penser à des critères un petit peu plus subtils. Je sais pas moi, je prends l'exemple de n'importe quoi, hein, mais une boutique qui vend des produits un petit peu haut de gamme, on va pouvoir par analogie se dire peut-être qu'on va essayer de cibler les gens qui ont liké les pages des golfs des environs. Parce qu'on se dit, voilà, les golfs, c'est censé être une population CSP+, donc un petit peu aisée, et qui pourrait être potentiellement être la clientèle de ce magasin-là qui a des produits pas forcément accessibles à tout le monde. Donc, vous voyez, ce genre de choses, on peut faire ça avec Facebook, et c'est assez intéressant. Après, sur les interactions, vous le savez, hein, il y a différentes choses de possibles. On peut faire des commentaires, on peut faire des partages. Vous pouvez aussi, sur votre page, tout en haut à droite, personnaliser le bouton. C'est pas forcément envoyer un message. Vous pouvez mettre demander un devis ou il y a d'autres boutons possibles. Donc, vous pouvez personnaliser ça. Vous pouvez aussi, il y a ma montre qui fait du bruit à chaque fois. Vous pouvez aussi, quand les gens vous contactent, faire un message automatique en disant Moyenne prénom, parce que vous pouvez personnaliser cette partie-là. Et dire, on vous répond très vite. En attendant, si vous voulez vraiment prendre rendez-vous, merci de nous appeler au 352, blablabla. Blablabla. Donc ça vous permet d'avoir un premier contact automatique qui ne nécessite pas que vous soyez toujours le nez collé sur votre téléphone ou sur votre PC. Et c'est plutôt bien parce que le client, ça le met en attente. Il a déjà eu une réponse de votre part. Et l'autre gros avantage de Facebook, vous l'aurez compris, c'est la viralité. Parce que Facebook, c'est un réseau sur lequel on partage, on tag ses amis quand il y a des jeux concours, quand il y a une photo marrante, un chat, un machin. Donc, c'est un réseau qui se diffuse. Et ça, c'est le côté très intéressant de Facebook. En revanche, les inconvénients, c'est qu'on a quand même une fuite des populations les plus jeunes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les ados vont plus quitter Facebook pour aller sur Instagram. Ils vont rester sur Facebook, mais ils vont être très peu actifs. Donc, cette population-là, si c'est vos clients, faites attention à bien la cibler. Et l'autre point, alors ça c'est mon argument phare. Alors, si vous devez retenir un truc de ce webinaire, juste un, c'est celui-ci. C'est Facebook n'est absolument pas un réseau social gratuit. Si vous voulez, en termes d'historique, avant, il y a quelques années, les pages entreprises, c'était pas très répandu. Donc vous aviez que quelques entreprises qui avaient des pages. Donc du coup, un utilisateur lambda, moi, je ne suivais que quelques entreprises. Maintenant, quelques années plus tard, tout le monde, vous avez tous une page Facebook, même si elle n'est pas mise à jour, vous en avez tous une. Donc du coup, moi, en tant qu'utilisateur lambda, encore une fois, je suis plein d'entreprises. Je me suis, je sais pas, des centaines, peut-être 300, je sais pas, je les ai même pas comptées. Ce qui veut dire que Facebook, quand j'ouvre mon appli dans le fil d'actu, en priorité, je dois avoir mes amis, parce que ça, c'est la politique de Facebook, et je dois avoir aussi après les informations des pages que je suis. Mais vu que les pages, il y en a 300, vous ne pouvez pas tous remonter sur mon fil d'actu. Donc Facebook a ce qui s'appelle un EdgeRank, donc c'est-à-dire que sur 100 fans, quand vous faites un post, là maintenant, vous allez avoir que 6 à 10 personnes qui vont voir votre publication. Et si vous voulez que tout le monde le voit, il faut payer. Donc dans ce sens-là, Facebook n'est absolument pas gratuit. Mais une fois que vous le savez, c'est bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais il faut le savoir, c'est tout. Instagram maintenant. Tu voulais poser une question peut-être ou non? Ouais. Alors, sur la partie Instagram, alors Instagram c'est le même groupe que Facebook, hein, que vous sachiez déjà. Instagram, vous allez avoir une population un petit peu plus jeune. À l'époque, TNS nous disait 16-30. Ça s'élargit un petit peu, hein, ça va un petit peu plus loin. Et vous avez par exemple des populations de jeunes mamans qui sont très actives sur Instagram. Donc c'est plutôt ce genre de personnes qui vont y être. Et on avait à l'époque 130 000 utilisateurs au Luxembourg, donc je pense qu'on a dépassé ce chiffre-là assez facilement. Alors sur les avantages, pour ceux qui l'utilisent, vous le savez, hein, c'est un réseau spécialisé. Donc sur Insta, la priorité c'est le visuel, c'est la photo ou éventuellement la vidéo. Vous pouvez mettre les textes que vous voulez, à la limite, on s'en fout. Il n'y a que les hashtags qui vont être utiles pour votre référencement, mais le texte est peu important parce que c'est un réseau qui est visuel. Vous voyez principalement les images. Donc du coup, si vous êtes sur ce réseau-là, vous ne devez pas y être pour mettre des photos que vous avez prises sur Internet qui ne sont pas les vôtres, parce que ça n'a pas d'intérêt. Il faut que ce soit vos photos, votre personnel, votre repas d'équipe, vos clients, des choses encore une fois très humanisantes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et encore deux avantages sur Instagram, c'est un, la puissance des hashtags. C'est ce qui vous permet de faire du référencement. On va pas être sur... c'est un peu le principe des mots-clés, en fait, sauf que vous mettez un petit dièse devant. Et je sais pas, moi, si par exemple, il y a le hashtag Design Luxembourg qui marche très bien, qui a beaucoup d'abonnés et il y a beaucoup de gens qui le suivent, en étant dans le milieu de la décoration, c'est un hashtag que vous allez pouvoir mettre à chaque fois sur vos publications. Et après, vous avez un peu des stratégies sur les hashtags. Vous allez mettre des hashtags très connus.
Vous avez des hashtags, je sais pas moi, ce sont des hashtags anglophones, hein, mais Thank God It's Friday, donc TGIF, ça c'est des hashtags connus, ça vous permet de remonter dans les résultats. Alors vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous abonner, mais vu que c'est des hashtags internationaux, ce ne sera pas forcément très pertinent. Ce n'est pas des clients luxembourgeois qui vont venir demain passer la porte de votre showroom, par exemple. Mais les hashtags, c'est ce qui permet de faire votre référencement. Et l'autre point sur les publicités, bah, c'est un petit peu ce que je vous disais sur Facebook, parce que c'est le même groupe. Hein. Donc pour faire des publicités, vous passez via Facebook et vous choisissez si vous voulez faire la pub que sur Facebook, que sur Instagram ou sur les deux. Donc les possibilités sont tout aussi larges. Le petit inconvénient, si c'en est un, c'est que Insta, bah, c'est un réseau social mobile, dans le sens où vous devez faire vos publications sur mobile. Après, vous avez une version sur fixe. Si vous allez sur votre PC, sur www.instagram.com, vous pouvez vous connecter, vous pouvez faire des likes, vous pouvez faire des commentaires aussi, mais vous ne pouvez pas envoyer de messages et vous ne pouvez pas poster. Si vous voulez poster et programmer vos publications à l'avance sur Instagram, il faut passer par d'autres applications, des applications tierces et qui vous permettent d'ailleurs de faire de manière commune. Vous faites un post et vous choisissez si vous le mettez sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Snapchat, ce que vous voulez. Donc ça vous permet de publier à l'avance et de revenir sur ce qu'on disait au début, de garder votre calendrier de publication. Parce que c'est souvent c'est pas un défaut parce que c'est pas votre métier, mais c'est un peu le petit truc des artisans. J'en parlais avec des clients dans une précédente vie. J'avais un client qui me disait ah bah moi je fais mes posts, hein, tous les samedis à 23h je fais un post. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que tes clients sont connectés le samedi à 23h et qu'ils t'attendent toi le samedi à 23h? En étant dans le transport, j'avais un peu des doutes. Il me disait, mais c'est le seul moment que j'ai pour le faire. Donc là, il faut être un petit peu malin et avoir recours à des outils qui vous permettent de programmer vos publications et de les mettre au moment où vos utilisateurs sont connectés. Sur Facebook, d'ailleurs, si vous allez dans votre page, dans les statistiques, vous pouvez voir quand vos fans sont le plus souvent connectés. Vous avez des petits histogrammes, et bah, là où il y en a le plus, c'est là où il faut publier, tout simplement. Et le dernier réseau, mais pas des moindres, pour autant, même si le nombre d'utilisateurs peut paraître un petit peu faible, LinkedIn. LinkedIn, là, en termes d'âge, bah, vous avez une population assez large parce que c'est tous les actifs, donc plus ou moins 25 jusqu'à plus ou moins la retraite. C'est un peu le principe. Et bah, les avantages, c'est clairement, c'est un outil de prospection B2B. Donc, c'est pour aller attraper du décisionnaire professionnel. Vous allez pouvoir directement entrer en contact avec des DRH, avec des gestionnaires de fleet, plein de choses. Et du coup, vous avez le contact direct pour avoir une première accroche. Attention cependant sur l'accroche, il y a beaucoup de démarchage qui se fait sur LinkedIn, mais du démarchage un peu grossier, où dès que vous avez accepté la personne, le mec vous envoie un pavé avec une brochure et j'ai même pas compris qui c'était. Donc il faut être subtil. Envoyez plutôt des conseils, les fameux articles de blog de tout à l'heure, ou allez voir si vous n'avez pas un point d'intérêt quelconque, peut-être, je sais pas, une association que vous soutenez, un truc, en disant ah bah tiens, j'ai vu qu'on avait fait la même école, ou j'ai vu qu'on habitait au même endroit, et vous pouvez faire du lien en prenant des prétextes, mais soyez subtil, hein, parce que sinon ils vous voient arriver à des kilomètres. L'inconvénient de LinkedIn, il y en a quand même un, c'est que les pubs et les abonnements, c'est pas donné. Vous avez un système de publicité sur LinkedIn un petit peu comme sur Facebook. L'avantage, c'est que les publicités sont plus discrètes, donc on n'a pas l'impression que c'est des publicités, donc elles sont plus impactantes en termes de résultats, mais elles sont assez chères. Le truc le plus accessible encore, c'est les in-mails, donc les mails que vous pouvez envoyer à des gens avec qui vous n'êtes pas en contact, mais je crois qu'on est encore entre peut-être dans les 70 centimes le message. Donc bon, vu que vous devez cibler beaucoup de personnes, ça peut vite revenir cher. Donc sur LinkedIn, vous pouvez peut-être plutôt adopter une stratégie naturelle en diffusant des contenus, en diffusant des informations, et comme ça, les gens viendront à vous le moment venu quand eux seront prêts. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, le troisième outil, c'est l'emailing et la newsletter. Alors, le premier petit point, parce que je ne sais pas exactement quel est votre niveau d'information sur le sujet, c'est que l'email, ce n'est pas la même chose que l'emailing. L'email, c'est quand vous êtes sur Outlook, sur Windows Mail ou sur votre GSM, sur Gmail, en train d'envoyer un mail. Ça, c'est un mail, ok. Mais ce que vous faites la plupart du temps, quand vous voulez envoyer un message à tous vos clients, vous tapez le message, mais du coup, vous êtes obligé de mettre juste bonjour, parce que vous allez l'envoyer à 10 personnes, donc vous ne pouvez pas mettre bonjour prénom, bonjour truc, bonjour machin. Et vous mettez à peu près 10 adresses ou 50 adresses en CCI ou en CC. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure méthode, parce que, un, ça n'arrive pas forcément dans les boîtes de tout le monde. Et puis de 2, c'est chronophage. Et de 3, c'est pas personnalisé. Vous ne pouvez pas mettre de prénom, vous ne pouvez pas mettre le nom de la société, vous ne pouvez pas mettre une offre spécifique en fonction qu'il soit un particulier ou un professionnel. Donc ça reste un message générique pour tout le monde. Donc pas très impactant. L'emailing, en revanche,
Alors là, vous allez passer par un petit logiciel qui peut se faire directement en ligne. Vous allez préparer votre message et vous allez pouvoir le personnaliser parce que vous allez mettre bonjour entre crochets prénom et vous allez mettre une offre en fonction qu'il soit particulier ou professionnel. C'est-à-dire que c'est des champs que vous allez avoir renseignés dans votre fichier Excel où vous avez vos contacts de clients. Vous allez avoir les prénoms, les noms, le nom de la société, s'ils sont des particuliers, s'ils sont des professionnels. Et du coup, c'est des informations que vous allez pouvoir utiliser dans votre mail et qui vont s'adapter automatiquement. Si par exemple, je vous envoie un message à Yann, ça mettra « Bonjour Yann, j'ai vu qu'à la Chambre des métiers, etc. etc. » Donc, on peut personnaliser. Et l'autre gros avantage, c'est le suivi des statistiques. Parce que l'emailing, avec ce fameux logiciel, vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir qui a ouvert, qui a cliqué, où est-ce qu'il a cliqué si vous avez mis plusieurs liens dans votre mail. Donc, d'un point de vue marketing, c'est super riche parce que vous allez voir les gens qui sont vraiment intéressés de ceux qui le sont un petit peu moins. Et puis, vous allez aussi avoir des personnes qui se sont désinscrites, à qui vous ne renverrez plus d'informations. Donc, vous pouvez aller plus loin dans votre connaissance client et voir les gens qui cliquent régulièrement. Si, par exemple, vous envoyez une newsletter tous les 15 jours, et si vous voyez Albert.Dupont, pt.lu qui clique tous les 15 jours sur votre newsletter, au bout de quelques mois, vous allez pouvoir lui passer un petit appel gentil en lui disant alors pas j'ai vu que tu as ouvert tous mes mails, parce que là, il va avoir peur, en lui disant voilà, on a pensé à vous parce qu'on est en train de préparer un nouveau showroom. Est-ce que vous seriez intéressé de venir le voir? Ce serait l'occasion de se rencontrer en face à face. Et là, je vous garantis que le mec, il viendra parce qu'il a été intéressé. Vous avez une approche personnelle, mais subtile, tout en sachant qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Donc, c'est ça qui est impactant. Et l'email, alors on peut en dire ce qu'on veut. Oui, on reçoit beaucoup de spam. Oui, GDPR, tout ça, tout ça. Pour autant, vu qu'il y a énormément d'infos sur les réseaux sociaux, l'email, c'est quand même un canal qui est privilégié parce que vous avez la personne normalement en direct. Alors, si vous touchez des professionnels, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas toujours le mail direct. Effectivement. Après, si vous touchez des petites structures, quand vous avez une adresse mail info@truc.lu, vous avez de fortes chances de toucher le décisionnaire parce qu'ils ne sont pas 50 000 dans la société. Donc, l'email, ça reste quand même un bon canal. Et en termes de type d'email, vous en avez 3. Vous avez l'informatif, la newsletter, avec toute la partie contenu dont on a parlé auparavant. Donc là, ça va être comme si la personne allait chercher son essentiel ou son Word le matin. Là, elle va recevoir votre information, elle va lire un conseil, un tuto, voilà, de l'informatif. Après, vous allez avoir très classiquement celui que vous connaissez, le mail promotionnel. Oh, j'ai fait une faute en plus, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas corrigé. Oh, une offre promotionnelle avec 2 LE. Donc, une offre promotionnelle où vous allez dire, voilà, attention, c'est bientôt la saison de tel truc, on vous fait moins 20%, on vous offre, je ne sais pas quelle prestation annexe. Et le troisième type, ça va être les invitations à un événement. Donc là, on commence un petit peu à quitter le digital pour aller sur le face-à-face. Mais les invitations à des événements, ça marche toujours bien, alors si l'événement est pertinent, bien sûr, parce que les gens se sentent privilégiés. On se dit, ah ben tiens, on m'a envoyé un mail à moi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la personnalisation pour le coup. Mais on m'a envoyé un mail à moi, c'est un événement, alors gratuit ou pas, mais ça a l'air bien, ça me permettra de le rencontrer, etc., etc. Donc, ça marche toujours bien. Et vous verrez, si vous êtes dans l'observation des statistiques, qu'en général, les taux d'ouverture sur les invitations à des événements sont bien plus élevés que les messages où c'est juste marqué promotion de la semaine, forcément. Et justement, on en parlait, les événements. Alors, c'est mon petit point qui n'est pas tout à fait digital, mais qui est quand même important. Pourquoi c'est important? Parce que les événements, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de fidéliser des clients que vous avez déjà, ou d'aller en chercher des nouveaux, parce que la personne va peut-être venir accompagner, parce que l'événement, vous allez aussi le créer sur Facebook, et du coup, vous allez toucher des gens que vous ne connaissez pas forcément, parce que vous allez peut-être faire un peu de publicité AdWords, et du coup, vous allez avoir encore des nouvelles personnes. Donc, vous pouvez avoir les deux optiques, soit fidélisation de clientèle, soit conquête de nouveaux clients. Et ça, d'avoir les deux en un même endroit, en un même événement, c'est plutôt riche. Et très clairement, vous êtes là sur une approche qui n'est pas dans un acte commercial. Donc, les gens sont un petit peu plus décontractés, sont un petit peu plus décoincés, un peu plus décomplexés. Et vous, ça va vous permettre de récupérer des informations que vous n'aurez pas pu récupérer autrement. La personne, en discutant, vous allez savoir où elle habite, si elle a des enfants et s'ils sont scolarisés. Alors que vous n'auriez pas envoyé un mail en disant « Êtes-vous marié? Habitez-vous à tel endroit? Avez-vous des enfants ?» Donc, c'est des informations un peu informelles, mais qui vous permettent encore une fois de qualifier et d'avoir une approche plus personnelle et plus précise auprès de vos clients. Et puis, le côté face-à-face, avec une coupe de crément, ou si vous les invitez à un tournoi sportif, c'est plutôt sympa, donc ça passe plutôt bien. Alors après, en termes d'exemples d'événements, vous en avez plein, je vous en ai mis que quelques-uns.
mais les anniversaires de société, ça c'est un grand classique. Si même vous êtes une petite entreprise, vous pouvez envisager de faire les anniversaires du gérant, si vous avez une certaine proximité avec vos clients. Quand vous sortez des nouveaux produits, des nouveaux services, quand vous avez un nouveau showroom, quand il y a des tournois sportifs auxquels vous voulez inviter, que ce soit du golf, du tennis, du foot, du cyclisme, peu importe. Vous pouvez faire des repas d'affaires avec peut-être plusieurs clients qui peuvent être intéressés à faire du business entre eux, si c'est des professionnels. Vous pouvez les inviter aux super conférences de la Chambre des métiers, par exemple. Non, mais bref, vous pouvez les inviter à pas mal de choses qui ne sont pas forcément centrées sur votre cœur de métier, mais qui peuvent être un petit peu annexes, dans tous les cas, qui les intéressent. Donc ça, c'est un moyen de briser un peu la glace et de sortir du côté commercial classique. Donc c'est l'avantage des événements. Je suis en train de regarder, je crois que j'en ai fini. On va se mettre la petite conclusion. Alors, elle est petite parce que sinon, on va déborder sur le timing et je vais me faire respecter. Mais en gros, il n'y a pas de stratégie marketing miracle. Il n'y a pas un outil non plus qui est magique, qui va marcher pour tout le monde de la même manière. L'idée, c'est d'être vraiment multicanal, d'être tantôt sur Facebook, tantôt par email, tantôt sur votre site, tantôt sur des brochures papier, de vous adapter à vos clients. Si vous avez uniquement des clients seniors, papier et annuaire, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc vraiment, vous adaptez en fonction de vos clients. C'est pour ça, si demain, vous avez n'importe quel professionnel du marketing qui vous dit « Bonjour, moi j'ai la stratégie qu'il vous faut en marketing, c'est celle qui marche pour tout le monde », faux, ça n'existe pas. La stratégie, elle doit émaner de vous, parce que c'est vous qui connaissez vos clients. Après, le professionnel marketing viendra en complément, vous apporter son expertise, mais le point central, ça doit être vos clients. Et l'autre élément, c'est test and learn. On est dans une ère très digitale, bien sûr, sinon vous ne seriez pas là. D'ailleurs, c'est une première ce webinaire, on ne l'a pas dit tout à l'heure. C'est une première. Voilà, c'est une première. Et parce qu'on est dans cette optique digitale, il faut tester les choses. Et si ça ne marche pas, ok, next, on passe à autre chose, on modifie, on fait autrement. Si ça marche, on regarde bien qu'est-ce qui a marché pour pouvoir le décupler et peut-être le refaire sur autre chose. Vous allez pouvoir faire ça sur des posts Facebook, sur des newsletters, sur des objets d'email. Vous allez tester des choses et c'est ça qui va être de plus en plus impactant. Donc voilà, on n'a pas pu tout dire, mais je pense que ça vous donne un aperçu assez complet du sujet. Après, je pense qu'on va peut-être passer à la partie questions. On va voir un petit peu s'il y avait des sujets en particulier que vous souhaitiez revoir. Alors, on va regarder. Je vais juste élargir les questions, si je peux. On a une question, je n'arrive pas à la voir en entier. Allons à la grande classique. Allons-nous recevoir la copie de vos slides? Oui. C'est toi qui t'en occuperas, mais ce sera envoyé, effectivement. Là, on est un petit peu trop vite. Ce sera envoyé. Après, on avait d'autres questions aussi tout à l'heure. Comment faire pour avoir un blog? Comment faire pour avoir un blog? Alors, comment faire pour avoir un blog? Ça dépend de votre site. Ça dépend de la technologie de votre site. Soit vous pouvez créer une page sur votre site internet existant qui s'appellera blog. Donc, du coup, vous demandez à la personne qui vous a fait votre site de la rajouter et surtout de vous donner les accès pour vous pouvoir modifier cette page-là quand vous voulez. Ou alors, vous avez l'autre option qui est de créer un autre mini-site, mais du coup, juste un blog. Vous pouvez très bien le faire sur WordPress, par exemple, et qui s'appellera votreentreprise.blog.lu, par exemple. Et là, ce site-là, ce sera un site à part. Mais sur votre site principal, vous mettrez quand même un lien vers ce blog-là pour que les gens puissent aller de l'un à l'autre facilement. Donc voilà comment vous pouvez avoir un blog. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai beaucoup parlé de comment apprendre ce qui intéresse mon client. Ça, c'est peut-être... Comment savoir ce que veulent vos clients? Oui. Ça, c'est votre taf. Hein. Non, après, ce que veulent vos clients, il y a différentes manières. Vous avez quand même un feeling parce que vous les voyez au quotidien. Donc, il faut juste vous poser. C'est ça souvent qui pose problème parce que vous n'avez pas le temps de vous poser. Mais un dimanche matin, midi, entre 13 et 14 heures, quand tout le monde fait la sieste, vous réfléchissez, vous dites, voilà, moi j'ai des clients, ils ont l'habitude de vouloir ça, ça et ça. Ou quand je fais tel type de rénovation, ils me demandent plutôt ça et ça. Et en fonction de ces éléments-là, vous arrivez à avoir des informations. Ça, c'est la première méthode, donc qui demande un peu de matière grise. La deuxième, vous pouvez en complément leur poser la question, parce que les gens aiment bien quand vous les sollicitez, quand vous demandez leur avis. Donc vous pouvez leur envoyer un mail, vous pouvez faire un sondage sur Facebook, où vous leur dites, qu'est-ce qui vous intéresserait comme prochain article conseil sur notre blog, par exemple, plutôt rénovation de salle de bain, plutôt quel carrelage choisir, plutôt quand refaire sa toiture, plutôt j'en sais rien. Je prends que des exemples du bâtiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça aurait pu être quel type d'épilation choisir. Donc voilà, vous pouvez faire pas mal de questions. Et les gens aiment bien parce qu'ils se sentent concernés
Bon, après, ça veut dire que vous devez tenir compte de leur réponse, mais ils se sentent concernés et vous les impliquez. Donc, ça veut dire qu'ils seront d'autant plus engagés sur les prochaines actions que vous ferez. Donc, ça, c'est une possibilité. Et la troisième, alors, encore une fois, personne n'a inventé l'eau chaude. Donc, ce qui veut dire que vous avez forcément des concurrents. Alors, pas forcément des concurrents directs qui sont au Luxembourg, mais peut-être des gens qui sont dans votre secteur et qui sont en Belgique, en Allemagne, en France. Vous allez, en tapant sur Google, trouver leur site et voir un petit peu les différents posts, les orientations qu'ils font, les types de contenus qu'ils diffusent sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. Et vous, ça vous inspirera pour l'adapter version luxembourgeoise et version votre entreprise. Donc voilà, c'est les trois possibilités. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a une super bonne question. Le nombre de posts sur les réseaux sociaux, c'est ça? Sans langue de bois, mais ça me va. C'est bien sans langue de bois. J'ai vu quoi alors, combien de temps faudrait-il consacrer à la com? Alors ça, c'est une vaste question. Alors, j'ai vu combien de posts sur les réseaux sociaux. Alors, ça dépend du réseau et ça dépend de vos clients. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles précises, mais sans langue de bois, moi, je dirais, si vous êtes dans le B2C, par exemple, à un institut, moi, je sais qu'à la Chambre des métiers, les brevets de maîtrise, je leur recommandais au moins une fois par semaine, d'avoir aussi ça sur Instagram, de mettre aussi 1 ou 2 stories par semaine, ce serait l'idéal. Après, je sais qu'en fonction de vos emplois du temps, ce n'est pas toujours possible. En B2B, vous pouvez être un petit peu moins régulier. En B2B, si vous êtes là une fois tous les 15 jours, c'est déjà bien. Après, ça dépend des contenus que vous mettez. Si c'est des contenus très légers et vous mettez une photo de chat, ça, vous pouvez en mettre 2 fois par semaine, ça pose pas de problème. Mais quand vous avez des articles un petit peu plus fournis, effectivement, ça demande un petit peu plus de temps. Alors, on avait quoi d'autre? Comment cibler des clients de plus de 60 ans qui n'ont pas forcément l'habitude ou ne savent pas utiliser Internet? Ces clients-là, s'ils ne sont pas sur Internet, c'est peut-être pas sur Internet que vous allez les attraper. J'ai l'impression de parler de Pokémon, mais vous pouvez les attraper peut-être par d'autres moyens. Ça va peut-être être des courriers adressés, ça va peut-être être des formats annuaires. Voilà, c'est des formations professionnelles d'une autre vie, mais c'est des formats auxquels les seniors sont encore très réceptifs. Et ce qui marche encore bien au Luxembourg, c'est le flyer distribué en boîte aux lettres, mais dans la zone périphérique à votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes dans le bâtiment et que vous allez faire, je ne sais pas moi, la région de Frisange, vous diffusez les flyers à 5 km autour de Frisange. Ça a encore de l'impact si le flyer est bien léché. Donc, s'il est bien fait, c'est une présentation, que c'est pas trop lourd en termes d'infos, pas trop moche, parce qu'il faut dire ce qu'il y a des choses qui sont moches, et que vous avez bien un call to action. Donc, vous les incitez à venir sur un site ou à avoir un devis gratuit ou un truc quand ils viennent avec le flyer. Comme ça vous permet aussi de quantifier derrière. Corinne, j'ai déjà un site internet, mais personne n'y va. Ok, faut peut-être le revoir. non, blague à part. Non. Le site internet, alors si personne n'y va, il y a différentes raisons. Mais on l'a dit tout à l'heure, si vous mettez du contenu régulièrement, des nouvelles informations, des conseils, le trafic va être naturel, ça va se faire. Parce que les gens, en tapant rénovation salle de bain, comme dit tout à l'heure, ils vont arriver sur votre site internet à un moment donné. Après, pour le booster, vous allez pouvoir faire de la publicité, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Google AdWords, vous allez pouvoir faire de la publicité sur Facebook qui va renvoyer sur votre site, mais pas forcément sur votre page Facebook. Vous allez peut-être faire des campagnes d'emailing ou des newsletters qui, au fur et à mesure, vont créer un nouveau trafic. Vous allez peut-être même allier le print et le digital avec cette question des seniors tout à l'heure, de faire un flyer sur lequel vous proposez de découvrir, je ne sais pas, un truc en particulier qui va se voir sur votre site. Du coup, la personne, même si elle a le papier, va être obligée d'aller sur votre site internet. Donc tout ça, ça va vous créer du nouveau trafic, donc ça va vous amener des gens sur votre site, même s'il n'y en avait pas auparavant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Comment faire pour faire des publicités sur Facebook? Alors, faire des publicités sur Facebook, il y a 2 types de pubs sur Facebook. Il y a celui que vous connaissez, quand vous faites un post, vous avez en bas à droite booster la publication. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, mais pas forcément la plus rentable. Dans le sens où cette méthode-là ne vous permet pas de tout faire. Il y a quelques objectifs de publicité que vous allez pouvoir faire en faisant booster la publication, mais pas tous. Et les ciblages, les critères, en fait, vous ne les avez pas tous non plus. Ce qui veut dire que, quelque part, vous allez avoir un retour sur investissement qui va être un peu biaisé. En revanche, si vous passez par le site pour faire les Facebook Ads qui s'appelle business.facebook.com, alors là, l'interface est un petit peu plus complexe, mais vous avez différents types d'objectifs. Vous pouvez très bien renvoyer sur une page de site e-commerce si vous êtes sur LetShop, par exemple.
Vous pouvez inciter les gens à répondre à un événement. Donc, vous pouvez avoir plus d'objectifs de pub et avoir des ciblages plus précis. Dans les ciblages, on donnait l'exemple des golfs tout à l'heure, mais vous pouvez aussi, par exemple, dire, bah voilà, Facebook, tu prends en considération mes fans que j'ai sur Facebook, que j'en ai 1000 ou 10 000, peu importe. J'ai 1000 fans, mais ceux-là, ils sont bien représentatifs de mes clients. Donc, je veux que la pub soit affichée à des personnes similaires. Donc, Facebook va se dire, OK, donc si j'ai plus ou moins des sosies Facebook, je vais leur envoyer la publicité. Donc, ça, c'est des critères super intéressants, mais qui ne sont accessibles que par le business manager de Facebook. Donc, c'est les deux moyens pour faire de la pub. Voilà. On a fait le tour. Oui, donc juste peut-être encore avant de finir, sur notre dernier slide, vous avez encore nos contacts, aussi de la chambre métier de Yann Allers, moi-même, et Madame Kiefer qui est en backstage. Qui est en backstage. Si vous avez encore des questions concernant la digitalisation, contactez-nous par mail, par téléphone, quand vous voulez, et on peut fixer un rendez-vous, on peut venir chez vous. Ça, c'est quand même génial. Ils viennent chez vous, quoi. Vous n'avez rien à faire. Ça, c'est top. Reste juste à prendre contact avec nous. Exactement. Et puis, vous aurez de toute façon, la vidéo sera mise à disposition sur le site de la Chambre des métiers. Donc, vous pourrez revoir tout ce qu'on s'est dit. Et moi, de la même manière, si vous avez des questions un peu plus précises, sans langue de bois ou pas, n'hésitez pas, vous envoyez un petit mail. Facebook, Instagram, LinkedIn, tous les créneaux que vous voulez. Voilà. Voilà. C'était pas mal pour une première. Vous étiez réceptifs, hein, vous étiez une bonne cinquantaine, donc c'était plutôt sympa. On a eu des questions un peu sur tous les sujets et vivement la prochaine. Ça serait aussi cool, vous recevez encore un email de nous environ dans 1 heure avec une évaluation de notre webinaire. Ça serait cool. N'évaluez pas la beauté des présentateurs, s'il vous plaît, hein, juste le fond, pas la forme. C'est aussi important pour nous pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et puis si ça répond à vos besoins, on disait tout à l'heure qu'il faut se mettre à la place des clients, pour le coup vous étiez nos clients, donc dites-nous si ça vous a intéressé ou pas. Ça marche. Ok. Et on en reste là. À bientôt, à la prochaine, au revoir. Bonne soirée.